Bonjour et bienvenue à Histoire de livres. J'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés ce matin Louise Côté. Bonjour Louise. Bonjour. Louise nous présente un livre très intéressant qui va sûrement passionner tous les auditeurs de cette émission Histoire de livres parce qu'elle nous amène dans un champ qui s'appelle la créativité. Louise, j'aimerais d'abord que vous nous indiquiez quel a été votre parcours vers l'écriture. Parce qu'avant d'être auteur, vous avez un long cheminement, évidemment, derrière vous. Oui. J'ai toujours aimé écrire des textes sans que ce soit des livres ou quoi d'autre. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, à travers mes études de coach PNL, un jour, on était dans un module d'identité. Et cette nuit-là, je me suis réveillée avec un poème en tête. Et c'est le poème, parce que là, j'en ai écrit un, j'en ai écrit deux, j'en ai écrit trois, et c'est les poèmes qui m'ont amenée vers l'écriture du livre. Donc, en demeurant réceptive à ce qui émergeait, c'est un peu comme si votre cerveau vous avait indiqué « je veux dire quelque chose, j'ai quelque chose à exprimer ». Oui, oui. Et puis, le professeur qui était là cette journée-là, elle m'a dit « Quelle belle porte vient de s'ouvrir pour toi ». Et j'ai accueilli ça comme une naissance. Je me suis dit « Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais peut-être qu'il faut que j'accueille. » Fait que c'est dans l'accueil de l'écriture, je pense. Et d'un premier poème partagé avec les gens que vous côtoyez dans le cadre de votre formation, c'est développé un projet complet de livre. Il fallait quand même être assez audacieuse, non? Je pense que dans la vie, il n'y a pas d'hasard. Et c'est un peu un hasard qui a fait que j'ai fini par l'écrire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vu mes poèmes et qui a pris 8 de mes poèmes pour son livre à elle. Et c'est l'éditeur, en lisant le manuscrit de cette collègue-là, qui a lu mes poèmes puis qui a dit ben, peut-être que si elle écrit des poèmes, elle pourrait écrire autre chose. Fait que Ensuite, on s'est rencontrés, c'est un éditeur de Paris, et c'est suite à ça que le projet de l'écriture du livre est né. Alors, le livre s'intitule « Réveiller le créateur qui sommeille en vous ». Et on a un sous-titre très significatif qui dit « Petit guide du savoir-être créatif ». Est-ce que tout le monde peut être créatif, Louise Côté? Oui, tout le monde peut être créatif. Comment? Comment peut s'appliquer cette créativité? Parce qu'on ne parle pas de faire du tricot ou du scrapbooking, là. On parle plutôt de son potentiel créateur. Et on a besoin dans notre vie d'être créateur quand on a à trouver des solutions spéciales, par exemple. Si on est face à une situation, on a le nez carrément sur la vitre. La vitre, on ne voit rien. La créativité ou notre potentiel créateur nous permet de prendre du recul et de trouver des solutions novatrices, par exemple. La créativité, c'est bon en entreprise pour aider à l'innovation. C'est bon pour la cuisine, quand on fait de la nourriture. C'est bon avec nos enfants. C'est bon. Alors, quand on développe ce potentiel créateur-là, on est plus heureux aussi. On est plus connecté avec soi-même. On parle souvent que les gens qui sont très cartésiens, qui sont beaucoup dans leur tête, dans la réflexion, sont des gens moins créatifs. Est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe? C'est que les gens qui sont, qu'on dit non créatifs au départ, là, les cartésiens, ils sont très, très cerveau gauche. Alors, ils utilisent plutôt la partie gauche de leur cerveau. Tandis que la créativité, c'est vraiment du côté droit. Alors, c'est pas qu'ils sont pas capables d'être créateurs, d'être créatifs. C'est qu'ils n'ont pas appris vraiment à se fier ou à utiliser ce potentiel-là. Et dans votre cas, la démarche d'écriture, est-ce que ça a été un long processus pour vous amener à créer les thèmes, à trouver les portes vers lesquelles rejoindre des lecteurs? Je me suis beaucoup questionnée moi-même et je me suis dit, quelle est la porte d'ouverture à la créativité? Quels sont les individus qui sont le plus créateurs? Et je me suis dit, c'est les enfants. Alors, étant donné que c'est les enfants, donc on est même allé dans une école primaire pour interviewer des enfants sur la créativité. Et de là, j'ai été inspirée par, justement, écrire tout un thème. Il y a plusieurs chapitres là, sur retrouver l'enfant en soi. Parce que si notre enfant en nous n'est pas très heureux, à ce moment-là, il n'y a pas de créativité possible. OK. Donc, l'une des étapes
pour permettre de réveiller un peu notre créativité. Ça pourrait être un retour à notre enfance, à l'enfant qui sommeille en nous. Oui, et à ce qu'on aimait quand on était enfant aussi. Qu'est-ce qui nous allumait? Qu'est-ce qui nous allumait? Parce que, dans le fond, mon livre, ce que je veux dire, c'est le retour vers soi. C'est 32 façons de se ramener à soi. Et souvent, ce qu'on aimait beaucoup, beaucoup faire, on le faisait quand on était jeune, très, très jeune. Alors, ces 32 façons-là, c'est des trucs, des suggestions pour vous ramener vers la personne que vous êtes vraiment. Quelle est la méthodologie d'écriture que vous avez retenue? Une écriture explicative, des exemples, vous avez fait des mises en contexte. Comment avez-vous joué avec les procédés? Alors, j'ai écrit des histoires, j'ai écrit des métaphores. Et puis, je suis hypnothérapeute. Et dans les métaphores, ce sont des histoires qui guérissent. Alors, quand on utilise les métaphores pour le cerveau droit, justement, c'est une façon d'apprendre des nouvelles choses à l'inconscient. Et ça se fait tout doucement comme ça. Et j'ai inséré un petit personnage qu'on appelle le petit guide, qui lui amène la solution ou la morale. Et donc, j'ai écrit toutes mes histoires. En premier, j'ai écrit mes 32 histoires. Ensuite, j'ai écrit les explications qui vont avec chaque thème, chaque chapitre. Et j'ai écrit des exercices, j'en ai trouvé à droite et à gauche, pour pouvoir les instaurer dans sa vie, parce que si on lit puis on met le livre là, il n'y a absolument rien qui va se passer, ou à peu près là. Alors, il y a des explications, il y a les exercices, puis j'ai mis des poèmes pour me faire plaisir. Ou pour faire plaisir aux lecteurs. Bien, j'espère. Puisque vos premiers lecteurs étaient des lecteurs qui ont apprécié votre poésie. C'est ça. Évidemment, mais en écriture poétique, on connaît très bien la difficulté d'être lu, puisqu'il y a un marché qui est plus difficile à rejoindre. Alors que lorsque vous êtes dans un livre de croissance personnelle ou de connaissance de soi, vous avez une approche beaucoup plus universelle. Oui, c'est ça. Quels sont vos lecteurs, vos lectrices? Est-ce que vous avez un avant-goût du type de personne qui va être attirée par ce genre de livre? Je pense que quand on a un désir de croissance personnelle, ça titille déjà un petit peu. Par contre, il y a des gens en entreprise qui se disent « Ah, ben tiens, Einstein a dit il faut faire les choses autrement. Ce serait ridicule de penser qu'on peut avoir des résultats différents si on fait toujours les choses de la même manière. » Alors maintenant, il y a des gens qui se disent « Ah, ben peut-être que c'est vrai, ça, cette affaire-là. » Alors, ils vont lire le livre, justement, parce que ça sort un peu des sentiers battus du livre très analytique, ça d'épais, écrit par un professeur d'université. Moi, c'est pas ça du tout, là. Les chapitres ont peut-être 10 pages maximum. Donc, on n'est pas dans la théorie. Non. On est dans l'application, dans toutes les sphères de nos activités humaines, C'est ça. d'un concept qui s'appelle la créativité. C'est ça. OK. Oui. Comment ça peut s'appliquer, je dirais, pour les aînés? Est-ce que les aînés qui souvent se plaignent d'avoir une vie un peu monotone, se sentent un peu plus exclus, pourraient utiliser ce livre pour redonner à leur vie un souffle de jeunesse? C'est que le livre, il est axé vraiment vers le retour vers soi. Okay. Et il y a des choses là-dedans qui sont très guérisseurs. Alors, peu importe son âge, si une personne plus âgée le lit, elle peut capter une chose qui transforme ses journées, qui transforme sa façon de voir la vie. Parce que notre modèle du monde peut nous enrichir ou il peut nous nuire. Alors, des fois, tout se passe dans la tête. On n'est pas nécessairement dans la créativité, là, bon, qu'est-ce que je vais bâtir? C'est aussi comment je transforme ma façon de penser. Dans le quotidien, peu importe quel est le quotidien qu'on a à affronter. Oui. Les gens qui sont très démotivés, qui sont en entreprise, qui ont perdu un peu le goût de se lever le matin, puis d'aller exercer une fonction, qui ont perdu leur flamme, est-ce que c'est un livre qui peut les aider à se recentrer sur un aspect de leur personnalité, de leur potentiel? Oui, absolument. Comment ça pourrait s'appliquer dans le cas de ces personnes un peu déçues par les fonctions plutôt que la création au travail, par exemple? Bien, il y a peut-être des gens en entreprise qui seraient prêts à partir en affaires, par exemple, à démarrer leur propre entreprise, qui hésitent, qui leur manque encore un petit quelque chose, qui ne se font pas complètement confiance. Alors, c'est peut-être un livre qui va les amener vers un peu plus de confiance vers eux.
OK. Vous avez parlé de l'intérêt de la métaphore pour nous aider à comprendre des situations, à sortir d'un contexte dans lequel on ne lit plus nécessairement les conclusions qui devraient être lues. Souvent, d'ailleurs, les personnes proches de nous nous révèlent davantage les solutions que nous-mêmes, on est capable de le faire. Ouais. Comment l'approche de la métaphore peut aider les gens à je dirais, à prendre un peu de recul sur ce qu'ils vivent et à intégrer des nouvelles solutions? C'est que la métaphore, elle est bâtie pour l'inconscient. Alors, c'est une histoire, tout simplement, qu'on lit et qui va faire un travail guérisseur à l'intérieur. Alors, c'est pas tant, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne à l'intérieur de l'histoire, plutôt que de se laisser aller, de se laisser prendre comme un enfant à qui on lit une histoire. Et à l'intérieur de l'histoire, bien, il y a toujours quelque chose d'agréable pour l'enfant. Alors, c'est la même chose. Et c'était ma façon, je me suis dit, il faut absolument qu'à l'intérieur du livre sur la créativité, je réussisse à intégrer une méthode créative. Et ça, c'en est une. Est-ce qu'il y a des conférences qui existent découlant de votre livre? Comment allez-vous porter votre message maintenant que le livre est accessible sur le marché? Est-ce que vous avez prévu d'en faire aussi votre carte de visite sur le plan des communications? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je donne déjà aussi des ateliers sur comment établir la présence, des ateliers dans le domaine hospitalier, par exemple, dans des CHSLD, des C3S. Et oui, je suis ouverte à donner des ateliers, des conférences à qui en aura besoin, quel groupe en aura besoin. C'est bien. Parce qu'à travers les 32 thèmes, il y a 32 thèmes de conférences. Alors, donc, le potentiel est immense. Oui, le potentiel est immense. Okay. Est-ce que vous avez un exemple à me donner qui m'indiquerait que avoir lu ce livre va transformer mon regard sur la vie ou va me réveiller à quelque chose que j'ignorais jusqu'ici? Un exemple, oui. Il y a un chapitre là-dedans où est-ce que je dis « Il faut dire oui à l'univers ». Dites oui à l'univers. Alors, j'écris une petite histoire, bon. Et pour moi, dire oui à l'univers, je parle d'un exemple personnel, où est-ce qu'il y a une année que j'ai vécu des choses un peu difficiles, et l'année d'après, 1er janvier, j'ai dit « C'est terminé ». Alors, cette année, je dis oui à tout. Et ce oui à tout a ouvert la porte pour moi à aller à des conférences que je ne serais pas allée. Alors, je disais oui. Les amis me disaient, bon, viens-tu là? J'irai suivre un cours. OK, d'accord, je vais y aller. C'est comme ça que j'ai appris sur la PNL, que j'ai découvert des gens qui étaient en PNL. Et c'est à la PNL qui m'a emmenée où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, une espèce de vase communicant d'ouverture vous a amené à devenir en même temps créative et à écrire sur la créativité. C'est ça. Ah, c'est magnifique. Ouais. C'est un très bel exemple. Ouais. Que par un pas ou un choix qu'on fait, on peut arriver vraiment à changer notre vie, mais un pas à la fois. Une lecture à la fois, peut-être. C'est ça. Merci beaucoup, Louise Côté, pour cet entretien. C'était passionnant. Je ne peux qu'inviter les gens à se procurer le livre « Réveiller le créateur qui sommeille en vous », petit guide du savoir-être créatif. Et comme toujours, je termine cet entretien fort agréable avec une petite pensée. Avant de penser à être heureux, il faut penser à être. C'est une pensée de Jean-Paul Clary et je vous en remercie, Louise. Bonne chance et j'espère que les auditeurs vont apprécier ce livre. Merci beaucoup. Nous revenons dans quelques minutes avec Louise Poulain, auteure du livre Le Messager du Grand Fleuve. À tout de suite. De retour à l'émission Histoire de livre, j'accueille maintenant Madame Louise Poulain. Bonjour, Louise. Bonjour. Louise est à la fois auteure et libraire, donc j'ai un grand plaisir de partager avec vous aujourd'hui, Louise, ces quelques moments. Vous êtes l'auteur de 3 livres qui sont parus au cours des dernières années. Oui. Un clin d'œil à la porte du paradis, d'abord, qui était publié. Ensuite, Le chant des merles, suivi de votre dernier, Le messager du grand fleuve. Oui. Comment se fait chez vous la démarche pour trouver un sujet ou pour aborder un nouveau livre? Je vais vous dire, c'est que les sujets, ils me sautent en plein visage. C'est qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui vient me frapper puis sur lequel j'ai envie d'écrire. Puis je veux toujours écrire sur les êtres humains, sur la vie après la vie en laquelle je crois.
Alors, c'est autour de sujets frappants que je développe une histoire que je désire offrir aux gens. Vous êtes dans l'écriture, je dirais dans la lecture depuis toujours. Oui. Vous avez été plongée dans le milieu... À la naissance. À votre naissance, à titre de libraire. Oui. Racontez-nous un peu comment s'est fait votre approche au livre. Bien simplement, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai toujours écrit et aimé le français, mais j'écrivais des petits textes, des petites poésies, puis je me disais, je veux laisser quelque chose de plus gros. Puis une nuit, j'avais un frère aîné qui écrit beaucoup, puis là, je me suis dit, inspirez-moi une histoire du début à la fin. Je me suis couchée sur ça. Et puis le lendemain matin, j'avais l'idée d'une histoire du début à la fin, qui n'est pas un des 3 romans que j'ai publiés, parce que j'ai commencé par écrire autre chose qui n'a pas été accepté. Mais à partir de ce moment-là, j'ai eu plein d'idées. Plein d'idées, là. Ça me sautait dans le cœur, là. Puis j'avais juste envie d'écrire sur ça. Donc, l'intuition est venue. Oui. On avait tout à l'heure avec nous Mme Louise Côté qui nous parlait de la créativité, de laisser émerger en nous le plaisir de faire quelque chose. Et là, c'est comme si la source se manifeste. Dans votre cas, l'histoire est arrivée j'ai eu l'idée d'une histoire de cette façon-là. Mais après ça, eh bien, je me suis laissée inspirer pour Le Chant des Merles, qui est le premier que j'ai écrit, mais pas le premier qui a été publié, par la guerre du Kosovo. Par les gens, leurs souffrances que je voyais à la télévision, puis avec un beau-frère qui était médecin pour l'ambassade du Canada, j'ai décidé d'écrire, de donner une voix à ces gens-là. Alors, c'est comme ça que je me suis mise à suivre l'actualité, puis que les mots sont venus. Hein. J'ai pris un personnage et son fils sur lesquels j'ai collé des événements réels qui donnent espoir aux gens qui vivent des traumatismes. Alors, ça a été l'idée du Chant des Merles. Vous avez tissé, en fait, le matériel intuitif qui vous arrivait, votre intention et les événements réels de la guerre. Mais pas tant de la guerre que de la souffrance des gens. Puis qui continuent à espérer malgré tout. Alors ça a été le sujet du premier. Puis ça n'a pas été celui-là qui a été publié en premier, parce qu'après, ayant souffert moi-même à écrire ce livre-là qui était difficile, très beau, mais très difficile, même s'il est plein d'espoir, j'ai écrit Un clin d'œil à la porte du paradis pour apporter une note humoristique au passage de la vie après la vie. Alors, j'ai voulu faire sourire les gens. Puis, d'ailleurs, ce livre est maintenant en réimpression. Oui, il a été réimprimé, en livre de poche, qui est maintenant disponible dans les librairies en livre de poche. Alors, ce livre-là nous fait sourire, contrairement à l'autre qui a été publié par après, qui est très difficile, c'est sûr, à lire. Mais lui, il nous parle de l'invisible avec un sourire. Pour un livre pour lequel j'ai eu un mot de Gilles Vigneault, d'ailleurs. Oui, et c'est très bien. C'est vraiment une expérience de lecture très agréable. Oui. Mais ça nous amène à votre troisième, Le Messager du Grand Fleuve. C'est ça. Cette fois-ci, quel a été le déclencheur? Un beau déclencheur, c'est que dans Le Messager du Grand Fleuve, on parle de mandala. Alors, une artiste de mandala qui s'appelle Blanche Paquette, qui a publié un livre chez Fides il y a quelques années qui malheureusement est épuisé. Ce livre-là, on y voit ses œuvres qui sont majestueuses. Puis les mandalas, on sait que ça agit sur l'intériorité des gens, sur la guérison, sur la réflexion, c'est anti-stress, anti-tout ce qu'on veut. Alors, ces mandalas m'ont tellement inspirée, parce que j'ai eu cadeau de son livre, que je me suis dit, tiens, voilà un bon sujet, je vais faire un roman qui va nous parler de la magie des mandalas. Alors, ça a été le point de départ de cette histoire-là. Est-ce que c'est un long processus chez vous, le travail d'écrire comme tel? Avoir l'idée, ça peut surgir par une intuition ou un fait vécu, un élément vous arrive, mais le processus d'écriture, est-ce que c'est un long processus? Bien, c'est-à-dire que moi, comme je n'ai pas de formation littéraire aucune, je ne fais pas de plan d'écriture. C'est que quand j'ai l'idée d'une histoire, je sais ce que je veux qu'il soit mon point de départ. Je sais en gros les divers éléments que je veux insérer, de quoi je veux parler, et puis comment je désire que ça finisse. Okay. Alors après, je m'installe et puis j'écris un petit peu tous les jours, pas de longue période, parce que j'accepte pas le fameux syndrome de la page blanche. Alors moi, j'écris, j'ai une idée en tête pour poursuivre mon histoire.
J'écris parfois un paragraphe, parfois une phrase, parfois 2 pages, dépendamment du temps que j'ai, évidemment, parce que je travaille à temps plein aussi, mais dépendamment de l'idée. Et puis, quand j'arrive au bout de ma phrase ou de mon paragraphe, je sais où je veux m'en aller. Mais si là, j'ai pas l'idée des mots ou des événements réels qui vont m'amener à mon point final, j'arrête. OK. Donc, vous ne poussez pas parce que c'est un travail d'écriture intuitif. C'est ça. Vous laissez agir l'intuition Oui. pour vous alimenter dans votre créativité. Oui. Puis, c'est certain que moi, souvent, les paragraphes sont écrits dans ma tête avant. Oui. C'est qu'au fil de la journée ou de la soirée, je sais où je suis rendue, puis tout à coup, il se passe quelque chose, où je vois, où j'entends quelque chose. Puis là, le dialogue et l'image des événements, c'est comme un film. Oui. C'est comme un film que je vois. Ça se précise au fur et à mesure. Après ça, je vais l'écrire. En fait, si le subconscient fait une partie du travail de repérage pour vous. Oui, probablement. Oui, on peut dire ça ressemble à ce processus-là. Oui. Quoique vous êtes tous les jours dans l'univers des livres. Oui, toujours. Ce phénomène-là aurait pu vous empêcher de faire des expériences d'écriture, de progresser comme être humain. Oui, ça aurait pu me gêner au départ. C'est sûr, parce que quand on voit les gens avec beaucoup de grandes cultures, j'aurais pu me dire « Oh non, pas moi ». Je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, je fonce. J'ai quelque chose à dire. Je me suis souvent fait dire, depuis que j'ai publié mes 3 livres, les clients viennent me voir me dire « Ah, c'est tellement beau, ça m'a fait tellement de bien, ça m'a réconcilié avec la mort. Il me semble que les personnes que j'ai perdues sont plus proches, j'ai sens moins loin. » Je me suis fait tellement dire que maintenant, quand je vois des clients qui sont un petit peu intéressés, je leur dis « Les meilleurs romans que vous pouvez pas lire, c'est ceux-là. » Mais c'est très bien, parce qu'en fait, il y a des romans pour plusieurs types de lecteurs. Oui. Et comme vous êtes libraire, vous êtes aussi en mesure de capter un peu le besoin de votre client potentiel. Oui. Et donc de détecter probablement assez souvent le genre de littérature qui va l'aider. Oui, qui va les aider ou qui va leur plaire, parce que moi, je leur dis toujours, je lis beaucoup de spiritualité, je lis beaucoup de psychologie. Ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. Fait que j'écris dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, si ça vous interpelle pas l'au-delà, vous allez passer un bon moment de lecture, parce que c'est à travers quand même des histoires pleines de rebondissements puis d'émotions. Bien, vous avez le talent aussi de nous placer en situation très familière. Oui. Parce que les gens vont se reconnaître, vont s'identifier aux personnages. Oui. Et en ce sens, votre littérature s'approche beaucoup de n'importe quel type de lecteur. Oui. Quelqu'un de très érudit va quand même retrouver des éléments connus, du connu au moins, et aussi des éléments philosophiques. Oui, tout à fait. Parce que oui, je pense que j'ai un côté qui est toujours amené à la réflexion sur la vie. C'est moi, je suis comme ça. Alors, ça transparaît dans mes livres. Puis, effectivement, j'ai des lecteurs là, qui ont acheté mes livres, des directeurs d'école, des professeurs, des gens de tous âges, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Puis, tout le monde, les gens viennent me dire à quel point ils ont apprécié la lecture pour toutes sortes de raisons. Tu sais, j'ai une cliente qui lisait mon livre à des gens en phase terminale de vie, puis ça les apaisait. Oui. Ça leur faisait, la mort leur faisait moins peur, puis c'était mon but. C'est mon but dans mes livres de montrer que la vie, elle ne s'arrête pas à une chaise ou une table, qu'au contraire, on vient d'ailleurs vivre une expérience et non pas qu'on vient de la terre puis qu'on s'en retourne après, que le processus, il est inverse. Moi, j'y crois, en tout cas, fermement. Là. Et c'est donc, dans tous les cas, des projets d'écriture qui sèment de l'espoir. Oui, c'est mon but. De l'acceptation, mais pas de l'acceptation passive. Non. Hein? Absolument. Dans la recherche d'être un meilleur être humain. Oui, tout à fait. De partager, d'essayer de comprendre les autres, de se comprendre soi-même. Moi aussi, j'ai du cheminement à faire. Tu sais, je veux dire, je suis pas un être parfait, loin de là. Et puis, en écrivant, bien, moi-même, je travaille sur moi parce qu'à travers mes lectures, ce que j'essaie d'apprendre puis de mettre en application, même si je réussis pas toujours, loin de là, bien, je me dis, ça fait pas mal de l'écrire. C'est une thérapie pour tout le monde, là. Évidemment. Et les livres sont très patients.
Oui. Hein, les livres attendent le bon moment pour qu'on puisse les découvrir, Oui. parfois par l'intermédiaire de quelqu'un qui nous en parle au bon moment. C'est ça. Ou encore, le livre va dormir sur notre table de chevet pendant des semaines, des mois, puis au bon moment, on va l'ouvrir et Absolument. on va vraiment En profiter. se brancher sur les notions dont on a besoin à ce moment-ci. C'est ça. Vous qui êtes dans le domaine de la librairie, c'est sûrement un phénomène que vous constatez. Les gens cherchent des réponses dans les Oui, livres. tout le temps. Tout le temps. On se fait demander, tu sais, j'ai vu telle chose, j'ai telle peine ou telle joie, qu'est-ce que je pourrais lire, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Alors, oui, tout à fait. Hein. Alors, le libraire et l'auteur chez vous deviennent un peu des psychologues Oui. pour diriger les gens Oui, au puis bon. des fois, je me demande qu'est-ce que j'ai pour faire ça, là, mais ça marche. Mais ça marche par intuition Oui. et par respect, j'imagine, Oui, parce oui, qu'il y a oui. un grand respect. Dans votre écriture, on le sent aussi. Oui, oui. Un grand respect, il n'y a jamais de jugement, il y a pas de... on véhicule pas des préjugés ou Non. des éléments négatifs. Non. Vos personnages sont toujours à la quête du meilleur. Oui, tout à Même fait. si leur vie est difficile. Même si la vie est difficile. Tu sais, j'essaie, oui, de dire, oui, c'est difficile, mais il y a toujours un lendemain. Il y a un sens. Il y a un sens. On ne vit pas pour rien. On est venu vivre quelque chose, puis il y a toujours un élément qui va peut-être nous permettre de mieux comprendre ou de passer à travers. Oui. Évidemment. Alors, Louise Poulain, c'était un grand plaisir de vous accueillir ce matin. J'espère qu'on aura l'occasion de lire autre chose que vous nous proposerez bientôt. Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, je vous laisse avec une petite pensée et humblement signée par Bouddha. Oui. Nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. C'est donc... Alors, j'invite les gens à se procurer Le Messager du Grand Fleuve, ainsi que les 2 autres titres, évidemment, et à suivre la carrière d'auteur de Louise Poulain. Merci. Merci beaucoup. À chacun, chacune, très bonne semaine. On se retrouve dans quelques jours et surtout, lisez.